Le suaire de Turin a bouleversé, depuis des siècles, l'esprit non seulement des chrétiens, mais aussi des chimistes, des physiciens et même des criminologues, issus de disciplines apparemment très éloignées les unes des autres. Et ce qui rend les événements liés au suaire de Turin si singuliers, c'est qu'à chaque fois qu'un nouveau fait est révélé, le nombre de mystères non résolus ne cesse d'augmenter. Bonjour à tous! Parmi les particularités du suaire de Turin, certaines restent impossibles à élucider, même avec les méthodes scientifiques les plus modernes. Il y a relativement peu de temps, des scientifiques ont tenté une nouvelle fois d'en percer les secrets. Mais au lieu d'apporter des réponses, ils n'ont fait qu'ajouter encore plus de confusion à l'histoire de ses origines. Bienvenue sur Perduchan. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce que les scientifiques ont trouvé à l'intérieur même de la structure du suaire de Turin. Et quel nouveau mystère cette découverte a fait émerger. L'histoire du suaire de Turin. Selon le Nouveau Testament, c'est ainsi que commence l'histoire du suaire. Après la crucifixion de Jésus-Christ, son corps fut remis à Joseph d'Arimathie, qui le descendit de la croix et l'enveloppa dans un drap de lin, autrement dit, dans le suaire. Le suaire symbolisait l'égalité de tous les hommes face à la mort, et c'est pourquoi il s'agissait d'un simple tissu de lin sans aucun ornement. Le corps de Jésus-Christ, enveloppé dans ce suaire, fut déposé dans une grotte servant de sépulture, dont l'entrée fut scellée avec une grande pierre. Mais au petit matin du premier jour de la semaine, Salomé et les deux Maries vinrent pour laver le corps et l'enduire de parfum. La pierre avait été déplacée et le corps de Jésus avait disparu. Alertés par les cris des femmes, les apôtres Pierre et Jean accoururent et à l'intérieur du tombeau vide, ils ne trouvèrent que les linges funéraires, autrement dit, le suaire. Après cet épisode rapporté dans le Nouveau Testament, le suaire ne refit surface que bien plus tard, en 1355, soit plus de 13 siècles après. Celui qui fit connaître l'existence du suaire au monde chrétien fut Geoffroy de Charny. C'était un noble français, chevalier du roi Jean II, et l'un des guerriers les plus respectés de son époque. C'est dans l'église qu'il avait fondée lui-même, dans la ville de Liray, que Geoffroy de Charny exposa officiellement le suaire pour la toute première fois. Depuis lors, dans les documents officiels de la maison de ce célèbre chevalier, le suaire est toujours mentionné comme une relique sacrée. Mais une question évidente se pose alors. Où Geoffroy de Charny a-t-il obtenu le suaire ? Aucun document n'a été découvert pour attester formellement de la transmission du suaire. Mais 3 hypothèses principales existent à ce sujet. La première affirme que le roi de France Jean II aurait remis le suaire à Charny en signe de confiance exceptionnelle. Mais aucun texte ne vient appuyer cette théorie. Le deuxième soutien, c'est que c'est un parent de Charny, ayant participé à la 4e croisade en 1204, qui lui aurait transmis le suaire. Lors de cette expédition, la ville de Constantinople fut pillée, et il est possible que le suaire y ait été conservé à l'époque. Selon la 3e hypothèse, Geoffroy de Charny aurait reçu le suaire d'un bienfaiteur dont l'identité reste inconnue. Cette possibilité est notamment évoquée dans une lettre de l'évêque de Troyes. Si nous vous présentons ces différentes théories en détail, c'est parce que le flou entourant l'origine du suaire est l'un des arguments avancés par ceux qui doutent de son authenticité. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que le suaire fut conservé pendant longtemps dans l'église de Liray, et qu'après la mort de Geoffroy de Charny à la bataille de Poitiers en 1356, il passa entre les mains de son épouse, Jeanne de Vergy. Le suaire resta ensuite plus de 100 ans dans la famille Charny, avant d'être cédé à la maison de Savoie, puis exposé ultérieurement dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Turin. L'histoire des analyses scientifiques du suaire. En réalité, pendant plusieurs siècles, seuls les croyants parlaient des propriétés mystérieuses du suaire, et aucun d'eux ne doutait de son authenticité. Pour la majorité des pèlerins qui visitaient l'église de Turin, le suaire lui-même était un miracle sacré, et ils ne s'interrogeaient jamais sur ses caractéristiques physiques réelles. Cela dit, bien que discrètes, certaines tentatives ont bel et bien été faites pour examiner la relique à l'aide de méthodes scientifiques. Concrètement, des observations à l'œil nu, des analyses spectroscopiques ou au rayon X, ainsi que des examens au microscope ont été réalisés de manière sporadique. En 1898, l'une des découvertes les plus inattendues et fascinantes de l'époque eut lieu.
Et c'est en fait cet événement qui incita véritablement les scientifiques à s'intéresser au suaire de Turin. Un avocat passionné de photographie, autorisé à photographier le suaire sur plaque sèche, remarqua soudainement que les traces visibles sur le tissu ressemblaient à un négatif photographique. Les parties claires du tissu apparaissaient sombres sur le négatif, tandis que les zones sombres devenaient claires. Et lorsqu'il développa ce négatif, l'image révélée ne montrait pas des contours flous, mais un visage humain barbu et un corps entier parfaitement net. Mais alors, comment une telle image négative a-t-elle pu être produite près de 19 siècles avant l'invention de la photographie? La découverte stupéfiante de Secondo Pia provoqua de vifs débats et controverses au début du XXe siècle, mais elle fut peu à peu oubliée avec le temps. Ce n'est qu'en 1978 que la situation changea radicalement. Cette année-là, dans le cadre du projet STURP, Shroud of Turin Research Project, un vaste groupe de chercheurs reçut l'autorisation d'étudier directement le suaire pendant une longue période et de mener une enquête approfondie à l'aide d'équipements scientifiques. C'est à partir de ce moment que commencèrent à émerger une série de découvertes scientifiques réellement bouleversantes. Elles furent si nombreuses qu'il est même difficile de déterminer laquelle est la plus importante. Par exemple, on a découvert que le lin de 4 mètres de long avait été fabriqué à l'aide d'une technique extrêmement complexe qui n'était utilisée à l'époque qu'au Moyen-Orient et seulement à des fins très spécifiques. Le suaire est tissé selon une méthode spéciale de chevron que les spécialistes appellent armure en chevron 3 par 1. Ce type de tissage était extrêmement rare parmi les étoffes produites en série au 1er siècle. On a également trouvé, sur les fibres du tissu, des traces de lavage ou de blanchiment à l'aide d'une solution savonneuse à base d'huile végétale, ainsi que des particules de calcite dont la composition minérale correspond à celle des roches de Jérusalem. En réalité, toutes ces caractéristiques ne font qu'indiquer l'origine du suaire, et pour les croyants, il ne s'agit nullement d'une révélation divine. Mais pour les scientifiques, ces données constituent des preuves concrètes venant étayer les faits relatés dans le Nouveau Testament. Pourtant, comparé à l'énigme principale du suaire, les traces corporelles laissées sur le tissu, ses découvertes sur sa structure, paraissent presque secondaires. Certes, ces empreintes sont en soi un phénomène fascinant, mais ce n'est pas cela le plus stupéfiant. Ce qui a le plus bouleversé les scientifiques, c'est que ces traces ne se trouvent que sur la couche superficielle des fibres et que leur profondeur de pénétration dans le tissu ne dépasse que quelques microns. En dessous de ces marques, il n'y avait aucune trace de peinture ni de pigment. Le tissu était complètement vierge. Or, avec les technologies de peinture ou de représentation de l'époque, il était absolument impossible de créer une image d'une telle finesse. Et cela ne représente que le tout début d'une longue série de mystères. Par exemple, il a été démontré que le suaire ne présente aucune trace de mouvement directionnel, comme celle qu'aurait laissé un pinceau. En d'autres termes, l'image de cet homme ne semble pas avoir été peinte. Pourtant, elle ne ressemble pas non plus à une empreinte corporelle réelle. S'il s'agissait d'un contact direct avec un corps humain, l'image serait déformée, ou l'on verrait des lignes doubles. Mais ici, les contours sont nets et l'ensemble est d'une symétrie impressionnante. Et ce n'est pas tout. On a découvert que cette image possède également une dimension tridimensionnelle. Les variations de clarté sur le tissu correspondent à la distance entre le corps et le drap. Par exemple, après développement, les zones les plus lumineuses correspondent aux parties du corps en contact direct avec le tissu, tandis que les cavités oculaires apparaissent bien plus sombres. Les scientifiques sont absolument incapables d'expliquer comment un tel effet a pu être produit. Mais ce qui a provoqué le plus grand retentissement, ce fut l'étude des traces de sang humain retrouvées sur le suaire. Une analyse détaillée de ces traces a révélé qu'il s'agissait bien de véritables sangs, composés de protéines, de dérivés de l'hémoglobine et de bilirubine, excluant toute possibilité d'une peinture ou d'un pigment artificiel. Une forte concentration de bilirubine est typique du sang d'une personne ayant subi d'intenses souffrances ou un choc traumatique sévère. De plus, les chercheurs ont constaté que le sang avait pénétré le tissu, tandis que l'image corporelle apparaissait par-dessus les zones imbibées de sang. En d'autres termes, le sang s'est imprégné en premier, puis l'image du corps s'est formée ensuite sur le tissu. Les autres résultats des analyses concordent de manière frappante avec les récits de la crucifixion de Jésus-Christ, tels qu'ils figurent dans les évangiles.
On distingue clairement des marques de flagellation sur certaines parties du corps, des traces de sang net à l'arrière du crâne dues à une couronne d'épines, ainsi que des blessures au poignet provoquées par des clous. D'autres éléments appuient le lien avec des événements survenus il y a 2000 ans, notamment les marques de clous aux pieds, une plaie au flanc et des lésions au nez ou au visage caractéristiques d'une chute en portant un lourd fardeau. Ces faits sont corroborés par l'analyse du pollen retrouvé sur l'ancien tissu. Ce pollen est spécifique à des plantes poussant uniquement au Moyen-Orient et dans la région de la mer Morte. Par ailleurs, les particules contenant du calcium retrouvées dans les fibres du tissu ressemblent à celles découvertes dans des étoffes anciennes originaires de Jérusalem, ce qui renforce l'hypothèse de l'origine locale du suaire. Ces résultats d'analyse ont été salués comme l'une des découvertes majeures du siècle. Le monde académique s'est divisé. Certains chercheurs ont reconnu l'importance et la fiabilité de ces données, tandis que d'autres les ont vivement critiquées. Pour les croyants, les conclusions de l'enquête Sturp sont devenues une preuve supplémentaire venant soutenir leur foi. Mais certains sceptiques ont pointé du doigt un nombre trop élevé de correspondances trop parfaites avec les évangiles, les jugeant suspectes. Et c'est alors que la situation bascula. La datation au carbone 14 de 1988. Afin de trancher une fois pour toutes le débat sur l'authenticité du suaire de Turin, 3 laboratoires renommés procédèrent à une datation au carbone 14 du tissu en 1988. Pour cette analyse, un fragment fut découpé à l'extrémité du suaire long de 4 mètres, puis envoyé anonymement pour examen. De plus, la partie choisie pour le prélèvement était celle qui, à l'œil nu, semblait la moins souillée et la moins endommagée. Le résultat de cette analyse surprit les scientifiques et provoqua une profonde déception chez de nombreux croyants. En effet, les 3 laboratoires aboutirent tous à la même conclusion. Le tissu datait du milieu du XIVe siècle. Dès lors, les sceptiques et les personnes peu attachées à la foi s'empressèrent de déclarer que le suaire de Turin était un faux. Et toutes les caractéristiques mystérieuses et inexpliquées du suaire furent alors reléguées aux oubliettes. Le fait que même aujourd'hui, et pas seulement au 1er ou au XIVe siècle, il reste impossible de reproduire des empreintes en négatif telles que celles présentes sur le suaire, fut complètement ignoré. Cependant, une fois le tumulte retombé, certains chercheurs ayant participé au projet Sturp se sont de nouveau exprimés sur les caractéristiques du suaire qui restent à ce jour inexpliquées. Ils ont alors émis l'hypothèse que l'échantillon utilisé pour la datation n'avait peut-être pas été prélevé de manière adéquate, car il provenait d'un angle du suaire ayant été restauré après l'incendie de 1532. De ce fait, les données d'une époque se seraient superposées à celles d'une autre, produisant un résultat moyen inexact. L'un des indices révélant cette restauration est la présence de coton mélangé au lin du prélèvement, un matériau absent du reste du suaire. Ce fait confirme que des fibres du XIVe siècle ont été ajoutées au tissu d'origine. Par la suite, en 2000 et en 2010, des études ont été menées sur des fibres provenant de parties non restaurées du suaire. Ces analyses ont conclu que ces fibres étaient plus anciennes que ce qu'indiquait la datation au carbone 14, bien qu'il n'ait pas été possible d'en déterminer l'âge exact. Ainsi, les interrogations sur les résultats de 1978 n'ont jamais totalement disparu. Le débat autour de l'authenticité du suaire de Turin reste donc toujours ouvert. Comment l'empreinte humaine s'est-elle formée sur le tissu ? La question du mécanisme à l'origine de l'apparition de cette silhouette humaine sur le tissu continue elle aussi de susciter de vifs débats. Selon une hypothèse avancée par des physiciens du projet Sturp, cette empreinte pourrait avoir été provoquée par une impulsion d'énergie brève, mais extrêmement puissante. C'est précisément cette théorie qui permet d'expliquer pourquoi seule la couche superficielle des fibres a été modifiée, sans aucun dommage thermique visible sur le tissu lui-même. Cette impulsion aurait généré une image en 3 dimensions, sans laisser la moindre trace de chaleur sur le lin. La nature de ce flash échappe totalement à l'explication par la science moderne, et les scientifiques l'admettent ouvertement. Il a néanmoins fallu donner un nom à ce phénomène. C'est ainsi que les physiciens Jumper et Jackson l'ont baptisé « effet Corona ». D'après leur hypothèse, une sorte de faisceau énergétique, semblable à un flux de protons, aurait soudainement été émis par le corps humain à un instant donné. Ce flux énergétique aurait provoqué, à la surface du tissu, une évaporation instantanée de l'humidité. Étant donné que cette énergie se serait propagée de l'intérieur vers l'extérieur,
Sa puissance aurait été maximale au point de contact entre le corps et le tissu, comme le nez, le front ou les genoux. Dans ces zones, le tissu était nettement plus foncé. En revanche, dans des parties plus éloignées de la source corporelle de l'émission, comme les orbites ou les flancs, la puissance du rayonnement aurait diminué, rendant le tissu plus clair. C'est ainsi qu'une image négative du corps humain s'est formée, avec en prime une codification des informations en 3 dimensions. Cette hypothèse permet également d'expliquer pourquoi aucune image ne s'est formée sous les traces de sang. En effet, le sang, chargé en eau, avait une conductivité différente de celle du tissu et a donc pu protéger ce dernier contre l'impulsion énergétique. Reste que la question essentielle, quelle est la véritable nature de ce flash d'énergie, demeure sans réponse. Toutefois, une récente analyse du sang présent sur le suaire, menée par l'Institut de cristallographie de Bari et l'Université de Padoue, a permis de lever une partie du voile. Il a été découvert que l'hémoglobine renfermait des nanoparticules de ferritine liées à la créatinine et que la structure cristalline de ces particules était anormale, présentant un désordre dans son agencement. D'après des recherches supplémentaires, les scientifiques ont conclu que cette altération pourrait avoir été provoquée par un flux de neutrons issu d'une réaction nucléaire. Inévitablement, une telle conclusion soulève encore plus de questions qu'elle n'apporte de réponse. Fondamentalement, ces 2 hypothèses ne font que suggérer qu'il s'est produit, il y a environ 2000 ans, un événement que la physique moderne ne peut toujours pas expliquer. Les croyants connaissent bien cet événement, mais le rôle des scientifiques est de douter de tout et de confronter chaque fait à des preuves concrètes. Et lorsque ces faits restent inexplicables ou se contredisent entre eux, les scientifiques se retrouvent dans une impasse. Ainsi, le suaire de Turin demeure une relique unique au monde, incitant la science à poursuivre sa quête de vérité sans jamais renoncer à la foi. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à la partager avec vos amis. Merci à tous pour votre visionnage. À très bientôt et au revoir.